Vous êtes vraiment très proche de tout ce qui sont les moyens, notamment de drones. Vous êtes engagé auprès des Ukrainiens sur le domaine. Et quand on parle de 35 km, quand on parle de 1150 km², 82 localités aujourd'hui, est-ce que tout ça correspond à ce que vous observez ? Alors, il y a des sites qui sont spécialisés en géo-intelligence, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser les images qui sont disponibles en source ouverte et ils vont les présenter. Ces images... non, sérieux, Nico. Il a le droit de participer. Je suis dans un safe house et derrière moi, je me fais agresser par les soldats. Alors, on peut avoir des images qui vont être géolocalisées. Ces images, elles permettent effectivement d'avoir la confirmation de au moins 800 km² qui sont confirmés. On a les positions de certains soldats qui sont vraiment très très avancés et on sait à quel point ils vont continuer à avancer. On a une visibilité parce qu'il y a certains drones de étonnante résolution qui vont dans la grande profondeur. C'est-à-dire qu'ils peuvent continuer à regarder, par exemple, ils vont avancer de 50 km, ils vont rester dans leur territoire, mais eux, ils ont une visibilité. Et il y a certaines caméras qui s'appellent les caméras Raptor. Ça permet, je les ai vues, de voir même la couleur du t-shirt d'un soldat qui va se trouver à 30 km de distance. C'est-à-dire qu'ils gardent un préavis sur tout ce qui arrive du côté russe. On sait où les Ukrainiens se trouvent à quelques kilomètres près, mais on voit surtout très très bien qu'est-ce qui va se passer. Et c'est ça, à mon avis, la grande force des Ukrainiens aujourd'hui, c'est qu'ils ont une génération de drones que les Russes n'arrivent pas à brouiller et sur lesquels, du coup, ils arrivent à avoir cette capacité de continuer à avancer. La puissance des symboles, quand on voit ces images, quand on voit les drapeaux, puisque de plus en plus, chaque fois que les Ukrainiens prennent possession d'une ville, d'un village, même de tout petits villages, hop, ils mettent les couleurs ukrainiennes. Et une des nouvelles du jour, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un commandement militaire ukrainien sera installé en Russie. Ça, évidemment, en soi, c'est un symbole extrêmement fort. Xavier Titelman, dites-nous quelque chose des drones, parce que là, à nouveau, beaucoup d'enquêtes, notamment de la presse anglo-saxonne, montrent à quel point la grande force des Ukrainiens, ce sont les drones. On voit certaines de ces images qui sont encore prises par drone. Dans le premier assaut, une armée de drones, un essaim de drones, des milliers de drones qui ont été employés. Alors, il y a différents types de drones. Ceux qu'on vient ici en train d'abattre un hélicoptère, c'est les drones kamikaze FPV qui sont utilisés, qui vont aller intercepter. Il y en a qui sont maintenant en fait en mode combat aérien et ils ont vraiment une capacité d'en avoir des milliers et des milliers. Ça, c'est vraiment leur force et leur capacité à repousser les Russes. Il y a des zones, moi j'ai été par exemple dans un poste de commandement de drones il y a 2 jours dans la région de Kharkiv. Et ce qui était impressionnant, c'est de voir qu'ils ont quasiment une dizaine de drones d'observation qui fonctionnent en permanence, qui permettent de savoir tout ce qui se passe. Dès qu'un Russe va bouger la tête, dès qu'un véhicule qui va se déplacer, à ce moment-là, ils vont envoyer les drones kamikazes. Et il y a vraiment ce potentiel qui semble illimité parce qu'ils vont utiliser des dizaines de drones en même temps. Et quand ils font des bombardements à très longue distance, c'est ce qu'on a vu par exemple sur la zone sur les aéroports qui ont été bombardés, là ils ont eu la possibilité d'avoir des dizaines de drones qui servaient quasiment de cible en même temps. Et il y avait que 2 ou 3 drones lourds qui avaient jusqu'à 40 kg d'explosifs à bord. Et ce qui, moi, m'impressionne aujourd'hui, c'est la masse. Quand j'en parle avec les combattants, y compris ceux qui font ces attaques à longue distance, ils ont la capacité de lancer quasiment 50 drones en même temps. Seulement 3 ou 4 ont l'objectif d'atterrir au but et le coût est maintenant inférieur à 20 000 € pour des drones qui vont être capables de taper à 500 km de distance et que les Russes n'arrivent pas à intercepter parce qu'ils sont sur des attaques saturantes. Et c'est vraiment cette saturation, c'est quelque chose que j'entendais pas il y a encore 6 mois. Et cette évolution de la quantité et de la baisse des prix, maintenant les drones kamikazes sont à peine à 300 € alors qu'ils étaient à plus de 500 € par le passé. C'est ça qui leur permet aujourd'hui de résister et de partir à l'offensive et de faire des bombardements à longue distance. Xavier, qu'est-ce que vous pensez des images, je ne sais pas si vous les avez vues, qu'on a projetées au début de l'émission, où on voit des bombardements, des images qui ont l'air d'être des images en fait russes? Pas celle-là, parce que celle-là, c'est un drone ukrainien qui va taper un hélicoptère. Je précise la question de Renaud. On voit des images, effectivement, parfois côté russe, où les Russes ont des moyens de frapper des unités ukrainiennes. Voilà, celle-là, actuellement, c'est quel moyen que les Russes, cette fois, utilisent ? Alors, ils utilisent également des drones kamikazes, mais de plus grande taille et en plus petit nombre, mais d'une bonne efficacité. Par exemple, le drone kamikaze Lancet, qu'ils avaient dès le début de la guerre, qu'ils avaient aussi utilisé avant dans d'autres situations, notamment en Syrie, est probablement été au début de la guerre le meilleur drone kamikaze de longue distance, mais il l'avait pas en masse. C'est-à-dire que les Ukrainiens en ont 3000 par jour, les Russes en ont beaucoup moins, mais ils ont un très très bon drone de grande taille. Par contre, une innovation qu'on a vue depuis le début de la semaine et que les Russes ont déployée dans la région de Koursk, c'est un drone kamikaze qui déploie une fibre optique.
C'était ça la faiblesse de ces drones jusqu'à maintenant, c'est qu'il faut les piloter jusqu'à l'impact. Et que plus on est bas, moins on va le capter efficacement. Et le fait d'avoir des drones qui déroulent une fibre optique derrière eux jusqu'à l'impact, ça veut dire qu'on ne peut plus les brouiller. Et ça, c'est une innovation russe qui, heureusement, est en tout petit nombre, mais s'ils arrivaient à massifier cette nouvelle technique, là, ça pourrait évidemment faire très mal aux Ukrainiens. Expliquez, avant de nous quitter, Xavier, expliquez-nous vraiment, si on prend un drone tel qu'on l'achète dans le commerce, c'est quoi la différence entre, quand vous dites que ce sont des drones qui coûtent quelques milliers d'euros seulement, on rajoute quoi ? Alors, c'est des drones qui vont être en bois, en toile, en plastique. C'est vraiment du polystyrène. C'est tout ce qu'on trouve dans le commerce. C'est imprimé en 3D. J'ai été visiter des centres dans lesquels ils les produisent directement. Donc, c'est vraiment des produits du commerce. Vous achetez ça dans n'importe quel magasin de bricolage. Vous pouvez faire les 3/4 de votre drone directement avec ces équipements-là. Ensuite, les petits moteurs, par exemple des moteurs thermiques, ça coûte $100. Un moteur chinois qui a une capacité avec de l'essence simplement. Et puis, ils ont un système qui est relativement simple. Ils vont mettre une bouteille en plastique, et vraiment, je l'ai vu, des bouteilles en plastique, des bouteilles d'eau, et c'est par gravité, c'est simplement par son propre poids. Il n'y a pas des injecteurs et tout ce qui est derrière. Et ça a été développé bénévolement par des universitaires, par des jeunes le soir et le week-end qui ont travaillé ça comme projet d'études avec leurs professeurs et qui ont développé ces systèmes. Et par exemple, on parlait des drones kamikazes Shahed par le passé, les drones kamikazes iraniens. C'était un succès parce qu'ils pouvaient en produire beaucoup pour pas cher. Mais ils avaient quand même des restrictions sur certaines pièces qui leur sont nécessaires. Les Ukrainiens, ils ont réussi à faire la même chose en plus grande quantité et en encore moins cher, sans avoir de restrictions pour l'accès aux pièces détachées. Et c'est ça qui leur permet aujourd'hui d'avancer. Merci beaucoup, Gaëtan. On vous laisse, je ne sais pas si c'est votre fils qui vous demande, en tout cas, vous vous rasez plus la barbe depuis que vous rentrerez barbu d'Ukraine. Depuis que je suis en Ukraine. Ah, c'est un vœu. Merci beaucoup. Merci pour votre explication toujours extrêmement claire, Xavier Titelman. Cette force de l'armée ukrainienne